Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale Coupe du Monde sur 11e art. On est aujourd'hui le samedi 27 juin, c'est le dernier jour de cette phase de poule. À partir de demain, on attaque les choses sérieuses. Mais avant ça, on a quand même le dénouement des groupes J, K et L avec donc 6 matchs aujourd'hui. Tu les connais pas par cœur? Non, de quoi? Les 6 matchs. Il y a Panama-Angleterre. Voilà, tu vois, ça je l'avais. Croatie-Ghana, Colombie-Portugal, Congo-Ouzbékistan qui sera notre match du jour. Jordanie-Argentine et Algérie-Autriche. Ah oui, alors donc Ouzbékistan, République démocratique du Congo. Pourquoi t'as fait ce choix, Alex, aujourd'hui? Bah, c'est évident, non? Bah oui, il y avait genre 6 grosses équipes. T'as choisi le match où déjà, qui peut nous placer l'Ouzbékistan sur la carte en toute détente, pointer du doigt direct? Moi, je suis pas mal en géographie, en toute humilité. Okay. Ouais. Tashkent, capitale. Wow. Ouais. Putain, ça fait une question en moins, quoi. Ouais, notre ami Motas. J'ai vu qu'on disait Toshkent un peu. Ah ouais? Ouais. J'ai toujours dit Tashkent, moi. Bah... Et après, je prononce beaucoup Vieux gars. Tashkent, donc... Non, mais j'ai un cheat code, c'est que notre ami Motas... je vais parler de lui avec nous. Je vais parler de lui dans cette Il faisait les émissions avec nous, avait dû partir en Ouzbékistan. Ah oui, il avait pas dû, il devait, mais vrai. voilà, il y avait été. Les gens s'en foutent complètement. Ouais, et puis il avait qu'à être là. Il avait qu'à être là, exactement. Mais donc, Ouzbékistan, République démocratique du Congo. Alors, match que vous ne suivrez peut-être pas, parce que dans le même temps, il y a le Colombie-Portugal qui aura peut-être un petit peu plus... de saveur, ouais, d'un point de vue footballistique. Mais le Ouzbékistan, République démocratique du Congo, qui aura quand même des aspects très intéressants, puisqu'on va justement parler de ce pays ouzbek, avec une histoire assez riche, une dictature, des jet-setters, des champs de coton malheureusement pas très bien exploités. L'URSS évidemment. Voilà, et une première qualification aujourd'hui pour cette Coupe du Monde, donc il y a énormément de choses à dire. Et justement, Alex, je te laisse introduire ton sujet. Ouais, petit point démographique comme vous en avez l'habitude. On est sur un pays déjà de taille moyenne, 447 000 km². C'est 80% de la taille de la France. Quand tu me dis ça, ça te parle direct. non, mais 80% de la taille de la France, ça te parle un peu plus. Déjà, ouais. Voilà. Pour avoir un point de comparaison, et donc c'est 36,5 millions d'habitants. Il y a la majorité du pays qui est désertique. Donc la population qui se concentre vraiment sur des zones très précises. Et donc la capitale de l'Ouzbékistan, tu l'avais, je vous mets une petite carte pour que vous puissiez situer à peu près où est-ce que c'est sur ouais, exactement. sur la carte. Et puis on va vous mettre une deuxième carte un peu plus recentrée parce qu'il y a une particularité géographique que Val connaissait vu qu'il est expert en géo. Une particularité qu'il partage avec le Liechtenstein, c'est les deux seuls pays au monde à avoir ça, doublement enclavé. Doublement enclavé. C'est-à-dire que ils n'ont pas d'accès à la mer et que les pays autour d'eux n'ont pas non plus d'accès à la mer. Alors vous allez me dire, ok, mais pourquoi à côté du Turkménistan on voit une mer? C'est la mer Caspienne, mais en fait en termes marins, c'est un lac puisqu'elle est enfermée complètement. On s'en fout, mais voilà, c'est important pour être précis. Donc tu pouvais pas l'inventer évidemment. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est un pays qui est donc isolé par son double enclavement, mais qui pendant toute une grande partie de son histoire était sur la route de la soie. Ouais. Et ça passait notamment par une ville, la ville de Samarcande, dont on va reparler plus tard, qui est une très vieille ville, aussi vieille que Rome. Et donc qui a connu entre le 2e et le 15e siècle le passage de la route de la soie. Quoi. Ok, bon, pour la route de la soie, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc toutes les routes commerciales qu'avait créé la Chine, de la Chine justement vers l'Europe. Exactement, et qui a duré jusqu'au temps où les routes maritimes se sont développées, où on maîtrisait un peu plus les mers et les océans, et c'était donc beaucoup plus rapide d'acheminer un produit de la Chine à l'Europe. En tout cas, je vous parle de cette ville parce que c'est là qu'est né Karimov, qui est un dictateur dont on va beaucoup parler dans cette chronique. Mais c'était, voilà, vous le voyez sur la carte, c'est la ville qui est au sud du pays. Et c'est donc de là où est originaire Karimov, qui est le futur dictateur. Et ce qu'il faut retenir, voilà, c'est ce double enclavement et cet isolement qui a permis en fait aux différents empires qui sont passés par l'Ouzbékistan, parce que c'est un pays qui finalement a été très peu souverain, qui à chaque fois a eu une invasion perse, une invasion ça a été grecque, réparti dans une différents invasion arabe. peuples selon les Exactement, donc ils n'ont jamais été vraiment souverains jusqu'à l'arrivée de l'Empire russe au 19e siècle, c'est 1870 je crois, les premières, premières arrivées russes. Et donc là, ils vont s'installer jusqu'à
jusqu'à l'effondrement de l'URSS, donc jusqu'en 91. Et ce qu'ils vont faire en fait à cette époque-là, c'est que dès qu'ils arrivent, ils vont vouloir développer le coton qui est très présent dans cette région-là, route de la soie oblige, et ils vont carrément transformer le pays en usine. Donc en 1924, l'Ouzbékistan est officiellement, avant c'est l'Empire russe qui est là, mais à l'arrivée de l'Union soviétique, l'Ouzbékistan est intégré à l'Union soviétique en 23, et là ça va s'intensifier drastiquement, on va vraiment passer un step. Donc le pays devient une usine de coton, toute la production et toutes les forces vives du pays sont dédiées à ça. Et ça va connaître son point culminant dans les années 60. On vous a donc mis une carte sur le désastre écologique que ça a engendré. Vous allez voir sur la partie gauche, donc au pic en 1960, en fait, ce que va faire l'URSS, c'est qu'ils vont utiliser, donc je le disais, toutes les ressources du pays. Donc on pense aux ressources aux hommes, on pense à la main-d'œuvre, mais en fait, il y a des ressources naturelles. Donc on a d'autant plus que la production de coton nécessite énormément d'eau. Ouais, bah alors c'est une dinguerie. Moi aussi, je savais que le coton consommait beaucoup d'eau, mais j'avais pas du tout conscience que c'était un ce point-là. Pour 1 kilo de coton, c'est 10 000 litres d'eau qui sont consommés, ce qui est énorme. Ouais, donc ce que va faire l'URSS, c'est qu'ils vont tout simplement remodeler le pays et en se servant d'une mer qui était déjà présente, qui est la mer d'Aral. Ils vont dévier des fleuves. Ils étaient doublement enclavés. Oui, bah, c'est une mer. Alors. Non, mais tu fais un bien, gros lac, c'est pas une mer, exactement, c'est un gros lac. mais qui s'appelle la mer d'Aral. C'est à l'époque le 4e plus grand lac du monde. Oui, c'est ce que tu disais pareil sur la mer Caspienne tout à l'heure, qui n'est pas considérée assez exactement, grosse pour c'est être exactement considérée ça. comme une mer. Et donc ils vont dévier de fleuves et faire des centaines de canaux d'irrigation qui vont traverser tout le pays. Donc vous le voyez bien en 1960, là sur la partie gauche, on voit toutes les petites ramifications bleues qui vont desservir tout l'Ouzbékistan. Et ça représente 65% de l'économie du pays. Donc tout tourne autour de ça. Et sur ces 65%, il n'y a que 10% qui vont aller dans les caisses de l'État ouzbek. Tout le reste, ça part à Moscou. Ok, donc là, 1960 à ce moment-là. Ouais, exactement. Ok. Et donc, en gros, l'Ouzbékistan produit, et comme un petit peu tous les schémas coloniaux qui existent, c'est un autre pays colonisateur qui va récupérer tout ça, en l'occurrence la Russie. Exactement. Après, la Russie, ils se sont même pas fait chier à appeler ça des colonies. Ils ont appelé ça l'URSS et c'était la grande URSS, tu vois. Mais ce qui est ouf, c'est que, je vous le disais en intro, mais chaque automne, tout s'arrête. Les enfants, les profs, les fonctionnaires, tout le monde s'arrête et tout le monde va bosser dans les champs. Ah ouais. On ne te demande pas ton avis de savoir si tu es qualifié ou quoi que ce soit. Tu n'as pas le choix, tu vas travailler et ils vont en payer le prix fort. Hein. Donc, ce n'est pas juste des vacances qui sont sacrifiées. Ils arrivent aux champs sans eau potable, les mains dans les pesticides. Enfin, c'est un carnage, hein, tu t'en doutes. Ça a dû créer quelques petits problèmes de santé publique par la suite, il doit y avoir un peu des générations sacrifiées. Ouais. Déjà, c'est plus d'1 million de personnes qui chaque année doivent y aller. Et selon l'Organisation du droit humain, c'est 4% de la population qui travaille comme esclaves modernes, ce qui la place 2e mondiale après la Corée du Nord. Ça te dit un peu les taux et comment c'était fichu. Et donc écologiquement, on en a parlé, mais rapidement. Cette consommation, elle est catastrophique. Donc surtout que ce qu'on n'a pas dit, c'est que 1 kilo de fibre de coton, tu fais un jean et un t-shirt. Donc si on fait une petite multiplication rapide, 2 millions de tonnes de production de coton, c'est par an, c'est 20 000 milliards de litres d'eau qui sont partis tous les ans. Donc la mer d'Aral, vous savez tous que maintenant c'est un désert et un désert qui se mélange entre la terre et les pesticides. Ce qu'il faut savoir, c'est que entre les années 60 et 87, le niveau a baissé de 14 mètres. En 2014, la partie Est a complètement disparu. Donc vous voyez, on est dans l'histoire récente. Hein. On a payé pendant longtemps ce désastre écologique. Et en 2026, il reste à peine 10% du volume initial de la mer d'Aral. Quand on rappelle que c'était le 4e plus grand lac du monde, c'est dramatique en fait, écologiquement. Et c'est une mer qui a disparu pour faire du coton. Et justement, là, tu parlais de 2014-2026. On n'est plus du tout dans la période... URSS, on est dans la période post-URSS, c'est un pays indépendant. Exactement. Etc. Alors l'URSS, ça s'est effondré en 91, mais il faut savoir que la culture du coton a continué pendant des années. Ce qui s'est passé, c'est que
indépendamment de la chute de l'URSS, les pays autour de l'Ouzbékistan ont continué à exploiter ces dérivations et utiliser l'eau de la mer d'Aral, qui était aussi exploitée au nord. Hein. Elle n'est pas juste partie en Ouzbékistan. Et donc sans accord sur le partage, sans répartition, ça a fait que la mer a continué à se vider drastiquement. Et il y a surtout un homme dont on a parlé au tout début quand je vous parlais de la petite ville du sud, là, qui va en fait exactement prendre le pouvoir à partir de 89 avec l'aval de l'URSS. Mais on rappelle, l'URSS commençait déjà à se déliter dans ces années-là et il laissait de plus en plus de pouvoir aux identités nationales. Et donc Karimov prend le pouvoir en 89 et il est donc là à la chute de l'URSS. J'ai du mal à croire qu'il ait du coup, du jour au lendemain, arrêté la production de coton avec, Exactement. avec un vrai respect des droits de l'homme. Alors, comme tout bon pacificateur qui se respecte, il a évidemment chargé l'Union soviétique dès qu'il a pris le pouvoir en disant que c'était scandaleux, que la mer d'Aral c'était un désastre écologique, qu'il fallait arrêter d'opprimer son peuple. Il a fait exactement la même chose. Il a continué à faire exactement la même chose. Il a continué à envoyer les enfants dans les champs. Il a même rendu la corruption autour du coton beaucoup plus importante dans le pays. Parce que quand on n'a pas un État souverain beaucoup plus fort que soi au-dessus pour taxer les richesses et que tout rentre dans les poches, c'est encore plus facile de détourner de l'argent. Une kleptocratie, comme ça. Exactement, exactement. Et en fait, ce qui est rigolo en plus, c'est qu'il y avait déjà un petit système de corruption à l'époque où les élites ouzbèques s'occupaient de récupérer l'argent de la production du coton pour la mettre dans leur poche. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est présenté comme le nettoyeur. Tu vois, le mec qui a tout remis à plat. Et en fait, il a tout remis à plat pour tout remettre dans ses poches. Okay. Donc, il s'est très fortement enrichi. Et donc, avec cette hypocrisie de condamner tout le monde, alors qu'évidemment, il a fait exactement la même chose. Oui, du coup, je suppose que toutes les récoltes forcées vont continuer, le travail des enfants va continuer, etc. Ouais, si c'était que ça, Val, parce que donc on est parti sur 26 ans de règne qu'on va détailler dans les minutes qui viennent, mais c'est des milliers de personnes qui sont détenues sur des bases politiques ou en prison, qui sont torturées. On parle d'immersion dans l'eau bouillante, donc on est sur quand même un bon gros sadique qui respecte son peuple. Et le point culminant de l'horreur, il arrive en 2005 quand les forces de sécurité de Karimov abattent des centaines de manifestants pacifiques sur la place principale d'Abidjan. Il n'y a pas de D avant. Donc il a jamais reculé devant la torture et l'oppression de ses opposants. Le bilan officiel de cette manifestation, on parle de 187 morts et les ONG sont plus entre 100 et 1000 personnes qui sont tuées par leur chef. Quoi. Okay. Et est-ce qu'au milieu de tout ça, si on revient un petit peu sur le sujet footballistique, tout cet argent détourné, notamment, si je fais un comparatif par exemple avec l'URSS, les oligarques ont quand même pas mal aussi investi dans le football. Tout l'argent qui est généré par la corruption, etc., a quand même pas mal été réinvesti dans le football. Est-ce que c'est à peu près pareil en Ouzbékistan ? Ouais, c'est pareil, mais en cheap et en beauf. Donc on va avoir cette alors vision. Que les corrompus russes, ils étaient classe, ils étaient comme ça. Quoi. Pas reprocher. Non, j'irai pas au bout de cette phrase. Non, mais c'est juste que. Je sais pas où est-ce que t'allais. En fait, nulle part. C'est pour ça que j'ai arrêté parce que ça partait très mal. Non, tu vas voir, ce qui est rigolo, c'est que l'histoire elle rejaillit sur le plan du foot parce que tout cet argent que génère le coton, ce qui est énorme, qui est récolté par le travail forcé, évidemment, il aurait pu servir à la population. Non, en fait, il va servir à moderniser les infrastructures, les stades, voire même à injecter de l'argent directement dans les clubs ouzbeks via des sociétés écrans. Et il y a une autre partie qui va retomber dans les mains d'une certaine Gulnara Karimova. Okay, qui ressemble à Karimov, du coup. Exactement, qui n'est autre que la fille de Karimov, la fille du dictateur. Et alors là, mec, on est sur une nana comme ça. Ah ouais. Une petite pépite. Ah ouais. Vas-y, dis-moi en plus. Du genre, alors... Comme on a honte de rien et qu'il faut taper fort, elle va être nommée ambassadrice de l'Ouzbékistan à l'ONU, déjà. Okay. Ça place la dame. Ça me fait penser un peu à, tu sais, tu avais fait ta chronique sur Papadoc et Bidoc. Ouais. Tu as l'impression que toujours les fils de dictateurs, on n'est jamais déçus. Ils partent un peu ils ont un petit côté très jet set à chaque fois, qui en ont rien à branler. C'est les mecs qui ont grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Exactement. Et là, on n'est jamais déçus parce que pourquoi on se ferait chier à se cacher ? Ouais, tout le monde sait qu'on est blindé, j'ai tous les pouvoirs. Mais donc, elle ne fait pas que ça dans la vie. Et Val, j'ai une petite question pour toi. Ouais. Sauras-tu retrouver le vrai métier de Gulnara ? Réponse 1,
Défenseur des droits des femmes en Asie centrale. Ouais, ça me paraît pas mal. Réponse B, ambassadrice pour l'accès à l'eau potable. Bah, t'as dit qu'elle était ambassadrice de l'Ouzbékistan à l'ONU, donc peut-être que c'est ça, mais peut-être pas pour l'eau potable. Réponse C, popstar. Bah, du coup, je dirais le troisième. Excellent Val, extrait. Alors, elle n'est pas seulement pop star, elle est aussi créatrice de bijoux, elle est ministre, femme d'affaires, jet-setteuse et future présidente d'un certain club bien connu en Ouzbékistan. Fortune estimée 1 milliard d'euros. En comparaison, en 2010, le salaire moyen de la population ouzbèque, on est à 50 euros par mois. Après, c'est une self-made woman qui s'est construite grâce à son travail et la sueur de son Val. front. Voilà. Oui, Val. Et qui fait de l'excellente musique. Re-extrait. Non, on rigole, mais elle fait peur à tout le monde, déjà parce que c'est la fille du dictateur et parce que c'est une femme qui est très intelligente et elle touche à tout, mais elle touche plutôt bien à tout. Et elle fait peur aux paysans comme elle fait peur à l'homme d'affaires qui va avoir la crainte qu'elle rentre dans son business. Donc une femme de pouvoir, une femme très importante. En plus de ses affaires, donc je le disais, en 2008, elle prend le contrôle, j'étais tellement concentré à l'idée de ne pas écorcher le mot, du club du Bougno... Bah voilà. Ah ouais, t'as juste dit bougnoul en fait. Ouais, c'est alors, sorti, c'est ça qui est horrible. Figure-toi que j'avais répété pour ne pas dire ça, je l'ai dit. Donc on est sur le club Bougno d'or, Bougno de corps. Ouais, Bougno de corps. Okay. Bougno de corps, qui est le club le plus célèbre du pays. Et il parlait évidemment à tout le monde. Et j'avoue, j'étais complètement passé à côté de l'info. Mais en 2008, elle a fait venir Rivaldo. Donc champion du monde 2002, Ballon d'Or. Rivaldo en personne qui déboule en Ouzbékistan pour un contrat de 6 millions par mois. Et il faut par mois par an. Par an. Ouais. 6 millions par mois, il même, était pas mal après. Même l'Arabie Saoudite, quoique. Aussi pour Neymar, ouais. Neymar, dans ces eaux-là à peu près. C'est vrai. Bon, du coup, comment ça se passe pour Ronaldo, alors, ce qui est juste intéressant, c'est de dire que... Il n'avait pas trop étudié le contexte du club avant, je crois, avant de venir. Moi, je pense aussi qu'il s'est dit 6 millions, rien à foutre du contexte, j'arrive direct. Et ce qui est intéressant, c'est que le FC Barcelone l'a mise en relation avec Rivaldo, comme quoi on s'est cédé entre gens influents. Et bah écoute, ça se passe plutôt bien pour Rivaldo. La première année, il gagne le titre. L'année suivante, il est meilleur buteur avec 20 réalisations. Donc ça se passe très bien. Le problème, c'est que la première année, il est payé. Et la deuxième année, elle arrête de financer sa présence. Il y a Zico aussi et Scolari qui rejoignent le club en tant que coach, chacun leur tour. Et je voulais juste dire que quand on s'assoit sur les droits humains, se prendre un petit coup de karma dans la gueule et pas recevoir son salaire, c'est peut-être pas mal aussi. Dans le football, on appelle ça la double peine. Chez 11e art, on appelle ça le karma, voilà, tout simplement. Samuel Eto'o avait vécu un truc comme ça aussi. Ouais, alors figure-toi que j'ai lu qu'elle avait contacté Samuel Eto'o aussi pour le faire venir, mais qu'il avait refusé. Il est beaucoup plus intégrant. Oui, c'est vrai, surtout après son passage. C'est un mec intègre, il faut le dire. Tout ce qui se passe au Cameroun actuellement, c'est super. Donc je vous laisse aller faire un tour sur Internet. Bon, du coup, pourquoi il n'est pas payé l'année Alors, pourquoi il n'est pas payé? Et c'est intéressant parce que c'est un peu ça qui va précipiter la chute de cette magnifique dynastie. C'est que la société Zeromax, qui est donc une holding, elle détient plusieurs boîtes. Et en sous-main, elle est dirigée par notre ami Gulnara, et elle détient aussi le club de foot. Et en fait, je vais un peu parler en teubé d'économie, comme ça ce sera très clair pour tout le monde. À son pic, elle représentait quand même 10% du PIB national. Déjà une boîte qui représente 10% du PIB, qui est détenue par la fille d'un dictateur. Pas la meilleure idée. Self-made woman, je te rappelle. Et c'est vrai. Et en fait, elle va se servir de cette boîte comme si tu l'utilisais ton compte courant. C'est-à-dire, elle va s'acheter une parure de bijoux à 20 millions. Pas grand-chose, du coup. Elle va acheter pas grand-chose, parce que moi, je ne me sers pas beaucoup de mon compte courant, malheureusement. Ah, oui, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas grand-chose dessus. C'est peut-être pour ça aussi. Bon, elle, tu te doutes bien que 10% du PIB, il y a de quoi faire. Donc, petite parure à 20 millions, c'est pour la boîte. Okay. Une villa au bord du lac Léman, c'est pour Zeromax. 3 ans, elle va transférer 370 millions de dollars vers ses comptes personnels et à l'étranger. Et donc, logiquement, en 2010, la boîte coule, on pouvait s'y attendre. Okay. On est avec 500 millions de dettes, ce qui est
quand même pas mal. Et ça va surtout quand tu pars avec 10% du PIB d'un pays, c'est quand même pas mal de faire avec moins 500. Là, c'est la parure, c'est le coton. Et tu trouves je vous conseille, il y a un Effet papillon, c'était une excellente série documentaire sur Canal sur cette femme. C'est un petit format de 10 minutes où on la voit dans toute sa splendeur. C'est une femme qui est magnifique, hein, mais complètement déconnectée de la vie et de la réalité. Et juste pour terminer, c'est que le trafic de coton a continué. Donc pendant qu'elle s'achète des parures à 20 millions, tous les automnes, les enfants arrêtent l'école et partent avec leurs profs, mettre des pesticides, enlever les herbes qui empêchent le coton de pousser et donc se détruisent la santé. Magnifique femme, comme tu le disais, il y a quelques instants. C'était il y a 15 ans. Hein. C'était il y a 15 ans. Oui, on est en 2010, là, à ce moment-là, ce que tu dis. Ouais. Et du coup, je suppose que ça va pas trop plaire à son père. Ouais, parce qu'au-delà de l'argent qui est dilapidé, elle est trop présente. Elle est sur tous les tapis rouges et surtout, elle commence à embrouiller sa famille sur Twitter. Donc, tu vois, elle compare son père à Staline, elle dit que sa sœur est une sorcière et tout ça sur Twitter. Tu vois, bon, la mégalomanie, ça fait perdre la tête à beaucoup de monde et pas qu'aux hommes. Et donc, en 2013, il y a des journalistes suédois qui révèlent qu'elle extorquait des pots de vin aux entreprises qui voulaient s'installer en Ouzbékistan, notamment les entreprises de télécommunications. Okay. Et là, le problème, c'est que si son père ne l'écarte pas, il est mis dans la sauce aussi et donc il va faire un truc de ouf. Enfin, quand je l'ai lu, je me suis dit mais c'est vraiment dingo. En février 2014, il est encore au pouvoir et il envoie elle est chez elle dans son appartement avec sa fille de 15 ans qui passait ses vacances en Ouzbékistan alors qu'elle étudiait en Angleterre, je crois, on s'en fout, mais voilà, vous aurez le fin mot de cette histoire. Et les commandos vont descendre en rappel du haut des toits, défoncer les fenêtres, rentrer dans l'appartement, l'arrêter. Elle va essayer d'appeler son père en panique en disant qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette folie. Le jugement va être rendu alors qu'elle est arrêtée dans sa cuisine et elle va prendre 13 ans de prison. Ah, le jugement a lieu dans la cuisine. Ouais, dans la cuisine. Dans la cuisine directement. Pourquoi s'emmerder et prendre du temps? Donc son père ne répond pas au téléphone. Elle prend 13 ans de prison. C'est quoi, du coup, juste le chef d'accusation au final? Je l'avais pas. Ah ouais. Je l'ai pas, mais je pense que ça doit être détournement de biens publics, moins discret que papa, entre parenthèses. Ouais. Donc voilà, elle part en prison. Son père meurt en 2016 à 71 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, à vérifier, et sans la revoir une seule fois. Donc elle aura passé 2 ans en prison sans voir son père. Ok. Et du coup, à ce moment-là, le pouvoir est vacant. Je suppose que c'est peut-être pas elle qui va prendre sa place? Non, elle va pas ressortir de prison. Le Parlement met un président temporaire. Ils refont une élection. Et c'est donc Mirziyoyev qui est élu. Je suis trop content de l'avoir réussi du premier coup. Il a été ministre... C'est mieux que quand tu lâches des guignols tout à l'heure sans faire exprès. Et donc, il a été 13 ans ministre sous Karimov. On n'est pas non plus sur un modèle de vertu, quoi. Il aurait peut-être pu se montrer avant. Mais ce qu'il va faire de très bien, c'est qu'il va abolir le travail forcé dès qu'il arrive. Donc, les champs de coton, c'est fini. Et il va ouvrir le pays aux investisseurs étrangers. Tu me dis, super, démocrate, tout ça. Bon, dans le même temps, il va changer la constitution pour pouvoir rester élu jusqu'en 2037. Okay. Un peu raté. Et comme le lien... Mais il doit être pote avec Gianni Infantino, non? Oui, t'as raison. Ouais, c'est vrai, c'est un peu la même DA. Ouais. Et comme le lien père-fille est hyper important dans le pays, parce qu'on le savait pas avant de démarrer cette chronique, il va placer sa fille à la tête de l'administration présidentielle. Et bon, on a déjà commencé à rapidement évoquer le sujet, mais du coup, le football dans tout ça, tu me disais tout à l'heure que l'argent servait à investir dans les infrastructures. Ouais, c'est là où les choses vont changer pour de bon. C'est que lui, il va prendre une stratégie qui est complètement différente à ce qu'avait fait la famille Karimov, où c'était vraiment le foot bling-bling à la où on a un peu de fame parce qu'il y a Rivaldo. Là, au lieu d'acheter des stars avec l'argent du coton, il va lancer une vraie politique de formation. Okay. Et en fait, il y a de quoi faire dans le pays parce que quand il est élu, 1/3 de la population a moins de 20 ans, donc environ 12 millions de jeunes à potentiel... c'est ça, mais surtout il y a 35 millions d'habitants, donc c'est quand même un pays avec un vivier assez conséquent. Ouais, carrément. Et en 2018, le gouvernement ouvre des académies dans les 14 régions du pays. Donc, il crée vraiment un vrai quadrillage pour ne pas passer à côté de talents potentiels. Ils fonctionnent tous de la même manière, de façon standardisée, donc avec des demandes spécifiques, et que ce soit pour le centre de formation et l'école. Donc, on forme aussi, là aussi, la tête et les jambes, comme on le dit un peu rapidement. Une vraie école de formation, quoi. Mais voilà, il y a une vraie école de formation qui est développée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas choisi l'Espagne ou le Brésil comme modèle. Ils ont pris la Croatie et le Japon. Et ça m'a un peu surpris. Mais en gros, l'idée, c'était d'avoir, avec des ressources limitées, comment on peut performer le plus possible. Et c'est vrai qu'avec
ce que fait le... Alors, les nous, deux pays ont quand même des résultats très intéressants. La carrément. Croatie a quand même réussi à créer une équipe compétitive Bien en sûr, moins de 7 ans après son indépendance, donc c'est quand même... C'est- Moi, je comprends tout à fait qu'ils s'inspirent de ce genre de Et modèle-là. c'est hyper intéressant d'avoir cette modestie et de se dire on va viser ce prisme-là plutôt que d'aller vers la démesure, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, quelles vont être les conséquences en termes de résultats? Bah, ça paye vite, hein, les résultats arrivent assez rapidement. Parce que là, on est en quelle année quand ils lancent cette... Là, on est en 2018. Ah ouais, En 2018, Très quand ils récent. lancent, c'est en fait en moins de 10 ans, ils ont eu des résultats, parce que bon, vous savez qu'ils sont à la Coupe du Monde évidemment, mais en moins de 10 ans, ils me qualifient, c'est très fort. Et les résultats arrivent vite, hein, parce que les U17 remportent le championnat d'Asie, les U20 font pareil, les U23 s'étaient qualifiés pour les Jeux Olympiques à Paris. Et le symbole de tout ça, c'est Kouzanov, qui est vraiment la star, qui est le premier Ouzbek à s'intégrer pleinement et à s'imposer pleinement en Première Ligue. Et il vient, en fait, ce qui est rigolo quand même, il boucle la boucle de notre histoire parce qu'il vient de... Bah vas-y, tiens, dis-le. Bunyotkor. Ouais, bravo. T'as un peu fourché aussi. Hein. J'ai un peu fourché, mais j'étais bien. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce club qui était le club Bling Bing, le club de la fille du dictateur et qui dépensait l'argent du sang, enfin l'argent du coton, n'importe comment, bah, c'est ce club-là qui a formé le meilleur joueur de cette équipe, qui, vous le savez, a été acheté par Lens très jeune avant de partir à City, et qui est le premier à s'imposer en Première Ligue. Ok, et du coup, cette fameuse qualification qui date d'il y a déjà assez longtemps quand même, depuis juin 2025. Ouais, ils se sont qualifiés assez vite. C'est le premier pays d'Asie centrale qui a atteint la phase finale, et c'est une qualif que le pays attendait depuis la fin de l'URSS, donc depuis 91, parce qu'on rappelle avant c'était... Et le fameux Mirziyoyev, pas mal, non? Ouais, vite fait, hein. Ouais, si, c'est bien. Mirziyoyev, c'est bien, exactement ce que j'ai dit. C'est bien, bravo. Qu'est-ce qu'il devient dans tout ça? Il est encore président? Ouais, il est encore là. Ce qu'il a fait, c'est que bon, encore une fois, c'est rigolo parce que c'est un peu la même démarche, un peu mégalo, mais il s'est mis au milieu des joueurs. Il a pris une photo dans le stade de le stade de Bunyotkor. Qui est le stade de la capitale, et c'est évidemment le même stade que Gulnara, donc la boucle est bouclée. En tout cas, je trouve que c'est là que ça résume le mieux cette histoire, c'est qu'on est dans le même lieu, le même sport, mais une logique complètement différente. Gulnara avait acheté Rivaldo pour briller et exister aux yeux du monde et se divertir. Lui, il a formé Kouzanov pour aller vraiment à cette Coupe du Monde et pas juste ramener un Brésilien comme ça et épater un peu le monde. Donc c'est un pays qui s'ouvre, même si les droits humains restent encore contestables sur plein d'aspects. En tout cas, ce qui est important, c'est que pour la première fois, on a l'impression que quelqu'un se préoccupe davantage de la population que de sa gloire à lui. Et voilà, je trouve ça joli que finalement, comme souvent, ce soit le football qui soit le symbole de cette transition. Et on voit que c'est pas en juste dépensant de l'oseille et en ramenant des stars qu'on peut améliorer le championnat et viser une qualif, c'est plus en se concentrant sur la formation. Ouais, et puis le symbole de l'émancipation et du développement d'un pays aussi qui va enfin dans le bon sens et cesse d'exploiter ses enfants, d'exploiter sa jeunesse et voilà. Et forme sa jeunesse pour exister sur la scène internationale. Et voilà, le football comme pavillon témoin, c'est cool quoi, pour une fois. C'est trop bien. Super chronique, Alex, merci beaucoup. On a enfin terminé cette phase de poule. Un petit peu longue. On n'est pas fatigué du tout. Non, pas du tout fatigué. Un petit peu long quand même cette phase de poule. On va pas se mentir, ce format à 48 équipes nous emmerde un petit peu. Et c'est pas fini parce que demain commencent les 16e de finale. Une petite nouveauté à cette Coupe du Monde. On sera évidemment présent pour couvrir ces 16e de finale. D'ici là, si vous pouvez vous abonner, si vous pouvez liker, si vous pouvez partager, en parler un petit peu à vos copains. Ouais, parce que vous êtes tous là à regarder les quiz, mais personne vient faire les chroniques dans la longueur là. Donc venez un peu là. Exactement. Partagez tout ça, ça nous aide beaucoup pour le référencement et puis pour se faire connaître un petit peu. Il y a quand même plein de choses qui ont été dites sur cette Coupe du Monde. Nous, on essaie de les traiter d'une manière un petit peu différente, un petit peu originale, un petit peu plus poussée aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. On se retrouve évidemment demain pour les 16e de finale. Et d'ici là, très bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Salut.